En barreau sur Alliance 92, en ce mercredi, nous recevons le number one du parti MMM Malagasy-Miramieng, Monsieur Hadj Ndjanarvelu. Bonjour à vous. Bonjour madame et bonjour aux auditeurs de l'Alliance 92. Oui, et la politique toujours à l'avant, en avant comme à l'avant, mais est-ce à dire quand même que de ce que l'on lit dans la presse, de ce que l'on voit au niveau audiovisuel, de ce que l'on entend sur les stations des radios, est-ce à dire que le pays va mal, si on parle politique? Je dirais que le pays va mal dans tous les sens du terme. Il n'y a que ceux qui ne veulent ni écouter ni voir qui trouvent que le pays va bien. Et je pense que il n'y a qu'une minorité qui nous dirige, qui trouve leur compte dans cette situation. Mais dans l'ensemble, tout le monde reconnaît que le pays va mal. Certes, on essaye de cacher tout ça derrière des chiffres ronflants et mirobolants de taux de croissance et d'indices macroéconomiques jusqu'à preuve du contraire, n'ont eu d'impact sur la pauvreté et sur la vie au quotidien des Malgaches. Et je pense que c'est là que le bas blesse, et c'est cette situation qui fait que la population a tendance à petit à perdre patience, pour ne pas dire à baisser les bras. Et notre rôle, nous, politiques, c'est de faire l'inverse et d'appeler la population au contraire, à ne pas tomber dans la fatalité, et c'est surtout d'essayer de faire en sorte que ce pays, qui est le nôtre, puisse s'en sortir, et que, personnellement, en tant que président du parti Malagasy-Miramieng, mais une opinion que je partage avec tous les membres du parti, nous sommes convaincus qu'il est possible de sauver notre pays et qu'il est possible de faire en sorte que ce pays ne vit pas dans de telles situations de calvaire au quotidien. Sauver le pays à travers les élections, alors, par exemple. Sauver le pays à travers les élections, mais les élections ne sont qu'une étape dans la gestion d'un pays. C'est une étape essentielle, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que pour sauver un pays, il faut des visions, il faut un programme, il faut de tout. Mais surtout, profiter d'une dynamique, je dirais, internationale et emmener ça en notre faveur. Et là, je voudrais attirer l'attention des auditeurs et des Malgaches en général, et que nous avons partagé à la délégation de la SADC qui est venue nous visiter ces derniers temps. C'est que Madagascar ne doit pas rater cette dynamique internationale, régionale surtout, de lutte contre la corruption. Nous avons vu au sein de la SADC que plusieurs pays ont entamé des changements radicaux, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit à Maurice, que ce soit au Zimbabwe, et dernièrement aussi en Angola. C'est que à notre époque, à notre siècle, ce n'est plus possible de vivre avec la corruption. Et il n'est pas possible de faire progresser un pays avec de la corruption. Malheureusement, c'est ce que nous vivons à Madagascar. Nous avons un pays où toutes les institutions sont corrompues. C'est pas parce que je suis dans l'opposition que je dis ça, mais nous avons tous l'exemple. Nous savons tous ce qui s'est passé. Des conseillers du président sont en prison pour corruption. Un membre du gouvernement est en prison pour corruption. D'autres sont encore en train d'être auditionnés par le Bianco. Et dernièrement, nous avons vu au niveau des assemblées la corruption. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de corruption alors dans ce pays? Donc c'est un pays qui a érigé avec ce régime HVM, avec sa tête le président de la République, qui a érigé la corruption comme mode de gouvernance. Donc nous allons rater, c'est ça le plus grave pour Madagascar, une dynamique mondiale qui s'inscrit vers une moralisation de la gestion publique. Et malheureusement, Madagascar sera à la traîne si jamais ce régime, avec à la tête son président, reste encore là après les élections. C'est pour ça que je vous dis, les élections ne sont qu'une étape pour les enlever du pouvoir, mais après, il y a un effort commun de redresser la gouvernance hors de la corruption, mais surtout sanctionner. Parce que dans cette dynamique, il ne suffit pas de dénoncer la corruption. Tous ces responsables, qui qu'ils soient, ont été sanctionnés. Et vous avez vu ce week-end ce qui est arrivé au président du Brésil. Je parle même pas de la Corée. C'est un mouvement mondial. Et nous ne pouvons pas nous mettre en marge de ce mouvement. Et j'en appelle à la conscience de tous les Malgaches, de tous les responsables, qu'il est temps qu'on en finisse avec ce régime
qui nous mène en arrière par rapport à l'évolution du monde. On revient sur une étape, justement, les élections. Ça a eu ces effets d'éclat au sens propre comme au sens figuré du terme, mais c'était quoi la teneur de ce vote au compte fait que vous contestez? C'était quoi exactement? Vous savez, ce que nous contestons, c'est le fond et la forme sur ces projets de loi. Je vais vous parler d'abord du fond et je ne vais pas revenir sur les péripéties de l'arrivée de ces lois à l'Assemblée nationale. Tout le monde en a parlé, il y a eu des concertations, on a mobilisé tout le monde pour que ces lois soient inclusives et transparentes et tout ce qui quanti. Mais tout compte fait, comme l'avait dit le Premier ministre à une époque, ce sont eux qui sont au pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. Et le reste, c'est un semblant de consensus. Donc sur le fond, il n'y a jamais eu de consensus dans l'adoption de ces lois. C'est vrai, et là aussi c'est le piège habituel, il y a eu des recommandations de la communauté internationale après les élections de 2013. Des recommandations, il y avait 31 recommandations par rapport aux élections de 2013 qu'il fallait améliorer dans les nouvelles lois à Madagascar. En grande partie, ces recommandations ont été retenues dans cette loi, mais uniquement en la forme. C'est-à-dire, on a écrit une loi pour faire plaisir à la communauté internationale. Mais il y a eu plusieurs rencontres quand même entre partis politiques, oui. Des concertations, des discussions. Il y a eu, mais l'esprit même de la loi n'a jamais été respecté. Parce qu'une loi, ce n'est pas uniquement l'écrit, mais il y a aussi l'esprit et le fond. Et là, je parle du fond. Et sur le fond, tout y est, entre guillemets, mais le diable est dans le détail. Comme je vous dis, on essaie de faire plaisir en essayant de jouer le malin, en disant, oui, on a pris toutes les recommandations. Je vais vous donner un exemple de la communauté internationale. Donc, donnez-nous de l'argent parce que tout ce que vous avez demandé est dedans. Je vous parle, par exemple, parce que ça vous concerne, vous aussi, sur l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Cette autorité faisait partie des recommandations en 2014 de la communauté internationale. Nous sommes en 2018. Entre-temps, la loi a été votée, le code de la communication que tout le monde a contesté. Vous-même ici aussi. L'autorité nationale est prévue dans la loi. L'HCC a mis des réserves en disant qu'une autorité doit être indépendante. Donc, telle que c'est présenté dans la loi, elle n'est pas du tout indépendante. Mais rien n'a été fait. Le ministre qui a été nommé dernièrement, en faisant l'hypocrite, a dit on va faire une table ronde ou je ne sais plus, une commission, une concertation sur cette loi. Est-ce qu'elle a eu lieu, cette concertation? Rien. Et puis voilà, vous découvrez dans la loi sur les élections, qui nous fait office de code électoral, d'autorité nationale de régulation. Qui réapparaît, et avec en bas, dans les dispositions transitoires, au cas où l'autorité n'est pas mise en place, c'est la CENI qui va s'en occuper. Mais l'autorité de régulation des communications médiatisées ne concerne pas que les élections, elle concerne la vie au quotidien des médias. Mais bon, comme je vous dis, pour faire plaisir, en disant, vous voyez, ça va être effectif, donc on va mettre là. Il en est de même sur la commission de contrôle des financements de la vie politique. Ça faisait partie des recommandations et vous retrouvez dans la loi. Mais la vie politique ne se résume pas aux élections. La vie politique, c'est le financement quotidien de tous les partis politiques qui doit être passé à la loupe. Donc vous volez pendant tout votre mandat et vous faites le Sainte-Nitouche pendant les élections. En disant, vous voyez, on a une belle loi, tout est contrôlé, on a suivi vos recommandations. Et là, j'en appelle à la communauté internationale. Vous avez votre responsabilité aussi parce que vous financez les élections. Donc, s'il vous plaît, ne financez pas une élection qui va créer une crise à Madagascar. Et là, je vous parle donc du fond. Je ne vais pas aller dans les détails des lois où il y a beaucoup de problèmes par rapport à la liste électorale, les inscriptions et tout ça, mais je parle juste de ces deux points-là pour vous dire qu'il y a quand même problème sur le fond. Et en la forme, je pense que, comme vous dites, il y a, je dirais, je suis mal placé peut-être pour donner des statistiques, mais je ne suis pas sûr que les 90% de la population soient au courant du contenu de la loi. Par contre, je connais les projets de loi, mais les amendements qui ont été apportés lors de cette session de la honte, je ne connais pas quels ont été les amendements qui ont été apportés. Et je reviens aux 90% ou même plus de la population qui ne sont même pas au courant du contenu du projet de loi en question. Mais regarde dans la forme. Ils s'attendaient à un débat à l'Assemblée nationale entre ceux qui contestaient, qui voulaient apporter des amendements et ceux qui voulaient les voter sans amendement. Mais ce débat n'a jamais eu lieu en plénière. Parce que les travaux de commission ne sont pas publics, il n'y a que les sessions plénières qui sont publiques.
Ça n'a jamais eu lieu. Et nous avons tous vu, entendu, et avec forte probabilité, une corruption des députés pro-régime pour voter cette loi. Donc la question que je me pose et que je pose au régime, si tant est que ces lois sont vraiment des bonnes lois pour Madagascar et qu'elles vont résoudre les problèmes de Madagascar, pourquoi est-ce qu'il fallait que vous corrompiez les députés pour les faire élire? Pourquoi ne pas avoir laissé le débat avoir lieu? Et comme ça, on saura qui a pu convaincre tel ou tel camp. Et ça, c'est le vrai débat démocratique. Mais quand ce Premier ministre parle de débat démocratique, je pense qu'il s'était trompé de dictionnaire, mais vraiment, il dit n'importe quoi. Mais est-ce à dire quand même que, au niveau du contenu en soi, cette décision donc a été votée par certains, désavouée par d'autres, et puis elle a été déposée donc auprès de la HCC comme auprès du Bianco, des doléances, teneur exacte. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des suspicions de corruption, il y a eu des preuves, et tout le monde en est conscient. Vous n'enfermez pas des députés pendant un week-end pascal, soi-disant pour discuter sur la loi que vous avez préparée. Donc vous étiez censé faire connaître à vos proches, à vos alliés. Et nous, ce que nos députés ont demandé, est-ce que la population, est-ce que nous, en tant que parti Malagasy Marmeng, avons demandé, et que justice soit faite, et que ces députés-là, conformément à l'article 41 et 42 de la Constitution, doivent être déchus de leur mandat, parce que ce pays ne peut pas se permettre un tel niveau de corruption dans la conduite des affaires de l'État. Il est temps qu'on arrête tout ça. Et si vous permettez, je vais vous lire l'article 41 de la Constitution. La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir les fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente Constitution. Préalablement à l'accomplissement de fonctions ou de missions et à l'exercice d'un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour constitutionnelle une déclaration de patrimoine à l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 40 ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions. La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la définition des droits, des émoluments et des rétributions, ainsi que la procédure de déchéance. Les fonctions au service des institutions de l'État ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés. Donc, application de la loi. Application de la loi, conformément à la Constitution, c'est ce que nous avons demandé auprès de la HCC. Premièrement, il y a eu corruption, tout le monde en est conscient. Et les gens qui ont soutenu le régime, écoutez-moi bien, ont avoué, les députés, en disant que ce n'est pas de la corruption, mais c'est un lobbying, comme ça se pratique de par le monde. Et notre Constitution est claire, les fonctions au service des institutions de l'État ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite, ni un moyen de servir des intérêts privés. En clair, le lobbying est interdit par notre Constitution. Politiquement parlant. Politiquement parlant, au sein des institutions. Donc, ils ont avoué eux-mêmes qu'ils ont touché de l'argent pour défendre des intérêts particuliers. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant cette session, pendant cette journée de la honte, la loi sur les zones économiques spéciales a aussi été adoptée. La zone économique sociale, ce sont des intérêts privés. Donc, voilà des aveux de corruption qui ont été faits par les tenants du régime. Donc, nous attendons une réaction de la Haute Cour constitutionnelle, mais aussi de la justice et bien sûr le Bianco. Ce sont des aveux. Donc aujourd'hui, tout le monde attend. Qu'est-ce que vous attendez tous de la HCC, ceux qui ont dit non? Nous attendons de la HCC qu'elle applique la loi, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de plus de la Haute Cour constitutionnelle? Il y a eu des problèmes presque, comme vous l'avez dit, similaires, mais il a été dit œuvrer en faveur d'un pacte de responsabilité. On se souvient très bien de cette phrase, et ce pour le développement de l'État. On peut s'attendre à ça aussi? Je pense que responsabilité des partis politiques. Je pense que c'est plutôt à la HCC qu'il faudrait poser la question. C'est dans quelle rubrique et dans quelle loi de notre République se trouve ce mot pacte de responsabilité. Donc c'est à la HCC de s'expliquer qu'est-ce que c'est que ce pacte de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, après le refus de la déchéance du président de la République,
Est-ce que ce monsieur a vraiment pris les responsabilités qui s'imposaient pour le bien-être du peuple malgache et pour la bonne conduite de l'État? Vous voulez dire par là, l'exemple vient d'en haut? Écoutez, c'est de l'autorité publique. Le président de la République a pris ses responsabilités, a pris ce pacte de responsabilité. C'est pour ça qu'on a la corruption partout, de la présidence jusque dans les assemblées. Donc, est-ce que l'HCC attendait du président de la République, qui était donc objet de cette déchéance? Donc, c'est à eux aujourd'hui de se prononcer en disant, est-ce que ce monsieur a fait son travail? À travers cette plainte déposée au Bianco et que cela va déclencher... De l'application de la loi? Écoutez, madame, de par le monde, je vous ai donné des exemples. Oui. Quand vous foulez la loi, vous êtes sanctionné. Et c'est à nous, malgaches, aujourd'hui, de prendre nos responsabilités pour que de tels dirigeants ne puissent plus continuer à siéger à la tête de l'État. Quand je dis malgache, ça concerne toutes les institutions et l'ensemble du peuple malgache. Nous devons nous lever pour dire stop à ce genre de choses si on veut que ce pays avance. Si on applique alors les lois comme vous le dites, il aura donc déchéance, il aura obligation de démission, mais tout compte fait, il restera qui? Qui va mener le pays alors? Il y a des institutions qui sont en place, il faut faire jouer les institutions. Avez-vous rencontré le FFKM par rapport à ce qui s'est passé dernièrement? Non. Mis à part la SADC, avez-vous eu des rencontres avec d'autres institutions de la communauté internationale? Non, parce que je pense que ce problème concerne les Malgaches et c'est nous, Malgaches, qui avons l'obligation de trouver une solution pour sortir notre pays de cette situation. Nous nous mettre d'accord autour d'une table pour arrêter le massacre. Par rapport à ce qui est décidé, il y a des points, par exemple le bulletin numéro 2 ou entre autres, le nombre de jours pour réclamer donc les anomalies, tout cela. Est-ce à dire que c'est déjà une forme d'exclure des candidats? Bien sûr qu'il y a une tentative d'exclusion des candidats. Et la paupérisation des candidats actuels, c'est quoi aussi? On a déjà vécu ça. Lors des élections dernièrement, il y a eu bon nombre de candidats. Et là, même les dates ne sont pas encore connues. On a toute une liste aussi de candidats. Ça prouve que déjà que tout le monde a envie d'apporter sa brique à l'édifice. Sûrement. Et je reste optimiste. Mais ça veut dire aussi que tout le monde est pressé d'en finir avec ce régime. Que même sans connaître les dates, tout le monde s'est dit « Je suis prêt à apporter ma contribution pour sauver ce pays ». Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête avec cette gouvernance actuelle qui ne fait qu'amener Madagascar dans l'impasse. Il y a aussi celui du ZES qui est en 3 mouvements. Ça a été aussi voté. Mais c'était quoi le grand souci, tout compte fait? Écoutez, on aimerait bien savoir... Est-ce que le fait de mettre des zones économiques spéciales va apporter quelque chose à l'économie de Madagascar? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus avant de prendre de telles décisions? Pourquoi le président de la République est allé discuter, par exemple, déjà à Maurice et signer des protocoles sans que la loi n'ait été votée? Les services, le FMI s'était déjà prononcé, les services des impôts s'étaient déjà prononcés, les douanes se sont prononcées, le service foncier s'était prononcé. La société civile, les politiques se sont prononcés en disant, pour le moment, nous ne voyons pas encore l'intérêt et puis l'avantage que Madagascar pourrait tirer de ces zones économiques spéciales. Mais il n'y a pas eu de réponse du gouvernement. La réponse était, il fallait voter à tout prix. Ça a été quand même déjà rejeté une fois par... C'est là que je vais en venir, rejeté par l'Haute Cour constitutionnelle. Ça revient à l'Assemblée nationale, repoussé par l'Assemblée nationale une fois. Et puis, ça revient sur la table. Vous vous rendez compte, pendant une session extraordinaire, l'Assemblée nationale refuse de discuter du sujet parce que, comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de questions techniques, politiques et autres à éclaircir. Mais le gouvernement persiste à remettre dans l'ordre du jour. Et vous parlez de démocratie? C'est pour ça que je vous dis, quand le Premier ministre et le Président parlent d'un débat démocratique, mais je ne sais pas dans quelle démocratie ils ont été éduqués et nés, mais pour nous, Malagasy Meramieng et nous de l'opposition, c'est pas ça la démocratie. Et je vous parlais juste d'un exemple. Quel avantage les Malgaches ont à tirer de cette zone économique spéciale? Nous avons, nous, au niveau du Malagasy Meramieng, par exemple, espéré que où est la place du secteur privé malgache dans cette affaire? Rien. Vous allez mettre de l'extraterritorialité à Madagascar sans que les autorités légitimes malgaches et les opérateurs malgaches n'y aient accès. Vous vous rendez compte un petit peu? La Chine a tout fait pour récupérer Hong Kong et nous, on va créer notre Hong Kong à Madagascar. Tout ça pour des intérêts
d'une minorité au pouvoir. Je pense que là, c'est vraiment de la haute trahison par rapport au pays et par rapport aux enfants de ce pays. Je vous dis, c'est simple, le régime n'a qu'à nous montrer, avec des documents à l'appui, quels sont les avantages que nous pouvons tirer de ces zones économiques spéciales, en termes d'impôts, en termes d'emploi, en termes de croissance économique. En tant que journaliste, est-ce que vous avez pu avoir ce genre de documents pour décider? Nous, en tant que politique, on ne l'a jamais eu. Je vous dis juste une chose, est-ce que c'est difficile, par exemple, d'imposer la présence d'un actionnariat malgache dans les entreprises qui vont être créées dans cette zone économique spéciale? Ça, c'est défendre les intérêts malgaches. On parle alors de quotas? De quotas? Ça se fait de par, vous allez à Singapour, c'est comme ça. Vous allez ailleurs, c'est comme ça. Mais non. C'est comme si on troquait alors pour vous? C'est la vente du pays. Nous sommes mercredi, c'est vrai, il y a une rediffusion, on rappelle, le dimanche, pour la version française, donc à 9h25. Mais à dire l'augmentation du carburant de 70 ariars, autant pour le gazole que pour le supercarburant. Donc nous sommes arrivés à 4000 ariars le litre, 3350 ariars pour le gazole. Il fallait s'y attendre, non? Vous voyez comme ce régime est ridicule. Ils ont changé le prix 3 fois en une semaine. Ne me faites pas croire qu'il y a eu 3 bateaux qui sont arrivés en une semaine à Madagascar et que les prix ont changé entre-temps. Donc c'est yo-yo peut-être de l'euro? Non, c'est un régime qui ne sait pas où il va, mais qui réagit au jour le jour. Il fallait baisser les prix parce que la tension était forte par rapport au vote. Et après, on réaugmente. Et après, c'est de la gestion au jour le jour. Aucune vision, aucune réactivité, mais surtout, c'est de l'incompétence au sens propre du terme. Vous ne pouvez pas vous amuser à jouer comme ça avec les prix. Il était convenu que le prix allait être ajusté en début de chaque mois. Donc, ça permettait à chaque entreprise déjà de faire des projections. Et c'est ce qu'ils ont fait quand même, non? Ils ont changé 2 fois en début du mois. Ça a diminué, ça a augmenté. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer encore? Et après-demain? Mais comment vous pouvez gérer un pays avec de telles décisions, madame? C'est terrible. Et je pleure pour mon pays à cause de ce genre de comportement. Les politiques comme la société civile, les opérateurs, le secteur privé, les enseignants, tout compte fait. Vous n'avez jamais été aussi bien solidaire que lors de cette période où on parle d'élection. Oui, parce que tous les Malgaches savent qu'il faut une élection transparente, juste pour pouvoir faire décoller ce pays. Il faut une cohésion sociale. Il faut que le président qui soit élu soit bien élu pour qu'il puisse mener à terme son programme et qu'il puisse avoir une population derrière lui pour appuyer ce programme. Le malheur de ce régime, c'était un régime mal élu, illégitime. Pourquoi illégitime? Je vais quand même pas vous raconter l'histoire. Quand un régime arrive, un président arrive à la tête d'un pays sans avoir un seul député élu sur son propre compte, passez-moi l'expression, mais c'est comme un cheveu dans la soupe. Hein. Et voilà le résultat. N'empêche, il se retrouve avec une 70aine près. Oui, mais il a bu la soupe. Donc c'est normal qu'il se trouve avec 70 députés. Et c'est déjà ça, la mauvaise gouvernance. Nous avons déjà vécu ce problème du temps du feu professeur Zaffelberg. Ça n'avait pas permis le décollage du pays. Nous avons quand même tiré des conclusions de tout ça. Mais malheureusement, ce régime nous ramène tout en arrière. C'est pour ça que je vous disais au début de notre entretien, ce régime ne nous fait pas profiter d'une dynamique mondiale à laquelle Madagascar a le droit, mais nous fait reculer de plusieurs années. C'est terrible. Tous les mouvements qui se sont passés à Madagascar ont suivi des dynamiques mondiales. Rappelez-vous de la chute du mur de Berlin, l'appel de la Bolle, le printemps arabe. Ce sont des dynamiques mondiales. Et nous, on parle de cyclique. Et nous, ouais, parce que si ça peut arranger les gens, donc ils parlent de cyclique, mais ce sont des dynamiques cycliques aussi au niveau mondial. Nous en avons profité positivement ou négativement, à chacun d'en tirer les conclusions, mais nous ne pouvons pas rater ça. Je pense que même au niveau démocratie, au niveau de liberté, Madagascar en a quand même profité, même si ça n'a pas eu de répercussions au niveau économique. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient que si on veut être un pays émergent comme en Afrique du Sud, on ne peut pas avoir à sa tête des dirigeants corrompus. Ou au Brésil. En dernier point, déchéance ou dissolution? Nous avons au niveau du Malagasy-Meremieng demandé l'application de la loi. Donc comme je vous l'avais lu tout à l'heure, la Constitution est claire. Les dirigeants corrompus doivent être déchus. Les députés qui ont trempé dans la corruption lors de cette journée de la honte, ils doivent être déchus de leur mandat parce que ce ne sont pas des exemples à donner à
à nos enfants. S'il y a d'autres niveaux de l'État, il est avéré qu'il y a eu aussi corruption, ils doivent être déchus de leur mandat et qu'on puisse avancer. Donc cette loi, pour nous, devrait être revue parce que c'est une loi qui a été votée d'une manière illégale. Pour une 5e session? Même s'il faut faire 10 sessions, si c'est ce qui permettra à Madagascar d'avoir une loi acceptée par tous, consensuelle, et qui nous permettra d'avoir une élection crédible, pourquoi pas? Ça coûtera moins cher de débattre à cœur ouvert sur ces lois que d'aller corrompre des députés à 50 millions d'ariars par personne pour les faire voter. C'était l'embarras de M. Ads van den Narve, président du parti politique Malagas Meremienk. Merci à vous. Merci. Merci aux auditeurs.